Avril 1993. Des pluies torrentielles s'abattent sur le Midwest. La région est complètement inondée. Par endroits, le Mississippi sort de son lit pendant 200 jours d'affilée. Les bénévoles mènent un combat perdu d'avance contre la crue du Mississippi. Les dégâts s'élèvent déjà à plusieurs millions de dollars. Et puisque la météo est encore à la pluie aujourd'hui, les problèmes causés par Dame Nature et le Mississippi ne feront sans doute qu'empirer. C'est dans l'une des régions les plus gravement touchées par les intempéries que vit un baron de la drogue. Un fermier autodidacte qui a mal tourné et s'est transformé en trafiquant de méthamphétamine. S'il y a encore des gens qui se demandent si le mal existe sur Terre, il n'y a qu'à voir ce que Dustin Onken a été capable de faire pour être fixé. Dustin Onken était calculateur et intelligent. Il avait un très bon QI. D'ailleurs, il en était très fier. Il ressemblait au héros de la série Dr. Doogie. Il avait de grosses lunettes, le stéréotype de l'intello. Il dégageait quelque chose de glacial. Il voulait être perçu comme quelqu'un de puissant. Le gouvernement fédéral le décrira comme un tueur de sang-froid et un chimiste de génie, passé maître dans la fabrication de méthamphétamine. L'enquête a révélé qu'il avait produit de la méthamphétamine très pure et en très grande quantité. On savait qu'il s'y connaissait en chimie. Par contre, on ne se doutait pas qu'il y avait une telle noirceur dans son cœur. Au premier abord, personne n'aurait pu soupçonner ce dont ce type était capable. Au début des années 90, Dustin Onken se met à synthétiser de la méthamphétamine, une nouvelle drogue qui fait fureur aux États-Unis. La méthamphétamine est un stimulant du système nerveux central qui crée une forte dépendance. C'est très puissant. La dépendance à la méthamphétamine a déjà atteint des proportions alarmantes dans le Midwest. Cette drogue touche aujourd'hui la banlieue résidentielle et de plus en plus de lycéens. Il y avait une forte demande. Quand on prend de la méthamphétamine, ça se voit très vite. On perd du poids, on a le teint jaune et les dents qui s'abîment. Cette drogue vous détruit de l'intérieur. Dans le nord de l'Iowa, la méthamphétamine est apparue au milieu des années 80. Les gens sont passés de la cocaïne à la méthamphétamine. Avec un certain savoir-faire, cette drogue peut être synthétisée à partir de produits chimiques de base disponibles dans le commerce. Elle est moins chère que la cocaïne et peut être fabriquée partout aux États-Unis au lieu d'être importée. C'était à la mode. Les gens fabriquaient ça chez eux. Et ça a décollé au début des années 90. Ces 12 derniers mois, pour combattre ce fléau, plus de 8500 laboratoires clandestins ont été démantelés aux États-Unis. Les saisies triplent entre 1990 et 1994. Et d'après la police fédérale, la méthamphétamine la plus pure est celle produite par un certain Dustin Onken, un jeune fermier de 25 ans au visage poupin. Il s'était fait un laboratoire dans son garage où il perfectionnait sa technique. Dans son labo, Dustin Onken était capable de produire de la méthamphétamine au kilo. Il la vendait en très grande quantité à des dealers qui la revendaient ensuite aux clients. Afin de limiter les risques, Dustin Onken ne travaille qu'avec quelques personnes de confiance. J'avoue que c'était malin de ne révéler son identité qu'à une poignée d'individus. Moins il y a de gens qui vous connaissent et savent ce que vous faites, moins il y a de risques qu'on vous dénonce. C'était assez bien organisé. Le trafiquant traite exclusivement avec les dealers de son Iowa natal, mais a la bonne idée de s'installer dans un autre État. Quand Dustin Onken s'est lancé dans le trafic de drogue, il a pensé à tout dans le moindre détail. Au début des années 90, il a quitté l'Iowa pour s'installer en race campagne dans l'Arizona. À l'époque, la police n'enquêtait pas trop sur les laboratoires clandestins. On n'était pas encore très au point. Il était arrogant, je dirais même prétentieux. Pendant l'inondation du Midwest de 1993, le plan mûrement réfléchi de Dustin Onken commence à mal tourner. Il revient dans l'Iowa pour tenter de garder une longueur d'avance sur la police.
La meth était de plus en plus répandue et pourtant la police ne se doutait de rien. À l'époque, on concentrait tous nos efforts sur un seul groupe, sans savoir combien de personnes étaient concernées. En février 1993, plusieurs trafiquants ont été arrêtés, d'abord dans le Minnesota, puis dans l'Iowa. Face contre terre! Les mains dans le dos! La méthamphétamine de Dustin Onken a beau être pure, ses clients, eux, sont loin d'être des enfants de cœur. En général, quand on arrête quelqu'un pour détention de stupéfiants, on essaie de voir s'il ne veut pas coopérer et balancer le nom de son fournisseur. Pour remonter jusqu'au cerveau de l'opération, la police interroge un certain Greg Nicholson. Greg Nicholson était un client de Dustin Onken. Il était chargé d'écouler la drogue. Monsieur Nicholson a accepté de coopérer. Il a identifié son fournisseur, c'était Monsieur Onken. Les policiers espèrent prendre le trafiquant la main dans le sac. On a organisé une rencontre entre Monsieur Onken et Monsieur Nicholson et on l'a équipé d'un micro. Je peux te filer entre 5 et 7 kilos. Ça ira chercher dans les 200 000 $. Pour 5 à 7 kilos? Non, beaucoup plus. Cette opération nous a permis d'arrêter Monsieur Onken sur le champ. En avril 1993, Greg Nicholson témoigne devant un grand jury. Dustin Onken est accusé de fabrication et trafic de méthamphétamine. Mais les autorités sont loin de se douter de ce qui les attend. J'ai évoqué l'idée d'une négociation de peine, mais le marché qu'on nous a proposé n'était pas intéressant. Alors mon client a choisi de plaider coupable. Au tribunal fédéral, on peut garder le prévenu en détention ou le mettre en liberté provisoire. Dans ce cas précis, étant donné l'absence d'antécédents judiciaires et l'âge du suspect, la Cour a décidé de libérer Onken. Il avait exprimé son intention de plaider coupable aux accusations portées contre lui. Le jour de sa mise en accusation, Dustin Onken change son fusil d'épaule. Quand il est arrivé au tribunal, il m'a dit avoir changé d'avis. D'après lui, mon dossier n'était pas aussi solide que je le croyais. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend une chose pareille. Onken n'ayant refusé de plaider coupable, on a repris tout le dossier. La première étape, c'était de rencontrer les témoins. C'est là qu'on a découvert que Nicholson avait disparu. Greg Nicholson s'est volatilisé, ainsi que les personnes avec qui il vit. Il vivait avec une certaine Laurie Duncan, une mère célibataire de 2 petites filles. Quand on s'est rendu compte qu'il manquait à l'appel, on est remonté jusqu'à elle et on a constaté qu'elle avait disparu. Ces 2 filles aussi. Là, on a compris qu'il y avait un problème. En l'absence de témoins, Dustin Onken a finalement bénéficié d'un non-lieu en janvier 1995. L'affaire semblait gagner d'avance, mais le trafiquant avait protégé ses arrières. Il s'est passé quelque chose quand il était en liberté provisoire. 4 personnes avaient disparu. On était certain qu'il représentait un danger pour la société. Il ne restait plus qu'à le prouver. Dustin Onken ne perd pas souvent son sang-froid, mais quand ça arrive, c'est pas beau à voir. C'est le genre d'individu qui veut toujours avoir le dernier mot. Le 20 janvier 2008, Walter White débarque à la télévision américaine. Dans la série Breaking Bad, ce professeur de chimie joué par l'acteur Bryan Cranston fabrique de la méthamphétamine dans le désert du Nouveau-Mexique pour mettre sa famille à l'abri du besoin. Difficile de ne pas faire le parallèle entre Dustin Onken et la série Breaking Bad. On reprochait justement à mon client de fabriquer la méthamphétamine la plus pure que les autorités aient jamais vue et d'avoir installé son labo dans le désert. Le petit jeune de l'Iowa, diplômé en chimie, s'était installé dans le sud-ouest américain 15 ans avant l'arrivée de Walter White sur nos écrans. Ils étaient tous les 2 brillants, doués en chimie et capables de fabriquer de la meth. La ressemblance s'arrête là parce que Walter White était censé être altruiste. Il voulait subvenir aux besoins de sa famille. Dustin Onken ne pensait qu'à lui. Une habitude que l'accusé semble avoir prise dès son plus jeune âge. Il a grandi à Britt, dans l'Iowa, un petit village typiquement américain. Ses parents ont divorcé quand il était enfant, mais sa mère s'est remariée avec quelqu'un de très bien, un bon père de famille. Pour ce qui est de son père biologique, c'est une toute autre histoire.
Son père était alcoolique. Un beau jour, il a demandé à son fils de l'aider à braquer une banque. La banque où travaillait la mère de Dustin Onken. Et c'est lui qui va tout planifier. À l'époque, il était encore au lycée. Il a convaincu 2 camarades de classe de lui prêter main forte. Il ne lui reste plus qu'à recruter un 3e lycéen pour braquer la banque au petit matin, pendant le nettoyage des locaux. Onken avait récupéré un pass. Il a dit à ses 2 amis qu'il avait l'intention de tuer le 3e comparse et de se débarrasser du corps. Quand ils ont compris qu'il était sérieux, ils ont refusé de participer. Finalement, c'est son père qui a braqué la banque, en suivant le plan de son fils à la lettre. Personne n'est tué, mais le père de Dustin Onken sera arrêté et emprisonné. Voilà quelqu'un qui, très jeune, était déjà cupide et pensait déjà à commettre un meurtre. Dustin Onken termine le lycée en 1986, l'année où son père se retrouve derrière les barreaux. Il est entré à l'IUT de Mason City, dans le nord de l'Iowa. Ses études lui ont permis d'approfondir ses connaissances en chimie. Il est devenu très calé sur le sujet. C'est là qu'il a commencé à se renseigner sur la méthamphétamine. Il a trouvé plusieurs moyens de la fabriquer. Cette drogue de synthèse fait son apparition en Californie dans les années 60. C'était surtout les gangs de motards qui prenaient de la méthamphétamine. Les Hells Angels, les Outlaws, les Bandidos, la pratique s'est répandue dans les branches régionales de certains gangs, notamment dans l'Iowa, les Sons of Silence et El Forastero. À la fin des années 80, les cuisiniers commencent à s'échanger leurs recettes de fabrication. Avant l'Internet, les recettes étaient moins faciles à trouver. Il fallait faire des recherches. Il y a des centaines de façons de synthétiser la meth. Il avait fait des recherches à l'Université d'État de l'Iowa et avait trouvé plusieurs recettes qui décrivaient le processus étape par étape. Il avait photocopié des vieux livres des années 50. C'est comme ça qu'il a appris à fabriquer la meth. Dustin Onken finit par créer sa propre recette. Il avait mis au point une procédure très complexe en 5 étapes. Il fallait faire chauffer le mélange, le refroidir, utiliser des produits chimiques qui sortent de l'ordinaire. Mais la substance de base, c'était le toluène, un solvant disponible dans tous les magasins de peinture. C'est la méthode de fabrication qui détermine le niveau de pureté du produit. Or, Dustin Onken avait réussi à obtenir une méthamphétamine aussi pure que celle synthétisée par les agents de la DEA, lorsqu'il tentait de comprendre comment cette drogue était fabriquée clandestinement. C'est vous dire s'il était doué. Les autorités n'avaient jamais vu un produit aussi puissant. C'est pour ça qu'on a surnommé ça Rocket. Fusée. Il n'y avait rien de comparable sur le marché. Et d'après eux, c'était l'œuvre de Dustin Onken. Après avoir peaufiné sa méthode, le jeune trafiquant quitte l'Iowa et s'installe dans le désert pour produire de la méthamphétamine en masse. Son frère vivait dans l'Arizona. Quand Dustin Onken était étudiant, son frère lui faisait parvenir du cannabis et de petites quantités de cocaïne pour qu'il les vende sur le campus. Je crois que ça lui a permis d'apprendre les ficelles du métier. Il vivait un peu à l'écart dans le désert. Il louait une maison au milieu de nulle part. Onken et son frère ont soi-disant monté une boîte de circuits imprimés. C'était une société écran. Soi-disant, ils récupéraient alors des circuits imprimés. C'était une couverture qui leur permettait d'acheter ce dont ils avaient besoin pour synthétiser de la meth. Ils commandaient des produits chimiques et de la verrerie par le biais de leur société pour ne pas éveiller les soupçons de la police. Dustin Onken convainc son meilleur ami de l'aider à transporter la méthamphétamine dans l'Iowa pour la vendre. Il avait rencontré Tim Cutcomb au lycée. Dustin Onken et son ami, Tim Cutcomb, acheminaient le produit fini de 2 façons. Soit ils faisaient le trajet en voiture, soit ils prenaient le bus et cachaient la drogue dans leur valise. Leurs 2 principaux dealers sont Greg Nicholson, qui finira par se faire appréhender, et Terry Degus,
Terry DeGoose était un client de Dustin Onken, comme Greg Nicholson. Ils étaient tous les deux au même niveau. Terry DeGoose et Dustin Onken partagent bien plus que des racines rurales et un intérêt pour la méthamphétamine. Angela Johnson était sortie avec Terry DeGoose, et puis elle est montée en grade. À l'époque où Angela Johnson fréquentait Terry DeGoose, elle a été victime de violences conjugales. Il était violent verbalement et physiquement. Elle savait que son compagnon se fournissait auprès de Dustin Onken. Début 1993, non seulement Terry DeGoose la battait, mais il n'était pas un très bon dealer de méthamphétamine. Elle a contacté Dustin Onken pour lui proposer de devenir sa revendeuse dans la région. Ils ont fini par entamer une relation amoureuse. En gros, elle a couché pour arriver tout en haut de l'échelle et travailler aux côtés de Onken. Leur partenariat mènera toutes les parties concernées à leur perte. Mars 1993. Une série de descentes de police conduit à l'arrestation de Greg Nicholson. Les dominos commencent à tomber. Greg Nicholson allait témoigner contre lui. Dustin Onken aurait sûrement été condamné à 3 ou 5 ans de prison, dans ces eaux-là. Mais à un moment donné, il a décidé de faire autrement. Il ne voulait pas se retrouver derrière les barreaux. Et bien sûr, ça impliquait de faire taire les témoins. En mars 1995, presque 2 ans jour pour jour après son inculpation pour trafic de stupéfiants, Dustin Onken est libéré. Dans cette affaire, les autorités n'avaient pas vraiment le choix. Le procureur a jugé qu'il était impossible d'aller au procès sans le témoin clé. Et il a abandonné les charges contre mon client. L'accusé a le droit d'être confronté aux témoins. Sans ça, le procès n'est fondé que sur des oui-dire. Non pas un, mais 2 témoins potentiels ayant tous deux participé au trafic de méthamphétamine de Dustin Onken se sont volatilisés. Greg Nicholson est le premier à être porté disparu. Je me suis tout de suite dit qu'il lui était arrivé malheur, parce que c'était un témoin clé. Greg Nicholson vivait avec une mère célibataire du nom de Laurie Duncan. Le dealer, sa compagne et ses 2 fillettes, Candice et Amber, sont portés disparus en juillet 1993. Ils avaient laissé une drôle de lettre à la voisine, dans laquelle ils expliquaient qu'ils devaient s'absenter un moment. Mais ça ne ressemblait pas à Laurie Duncan. Ses parents vivaient quelques maisons plus loin. Elle ne leur avait pas dit qu'elle comptait partir. La rumeur courait que Greg Nicholson avait disparu. Et ça a changé toute la dynamique du procès. Ça nous a forcé à tenter une autre approche, à savoir de faire témoigner M. DeGoose. Terry DeGoose avait également dealé pour le compte de Dustin Onken. 4 mois après la disparition de Greg Nicholson, lui aussi est introuvable. Terry DeGoose avait toujours des sentiments pour Angela Johnson. Par ailleurs, il était resté très proche de son ex-femme, avec qui il avait eu un enfant. Un soir, Angela Johnson l'a appelé alors qu'il s'occupait de sa fille. Elle voulait le voir. Puisqu'il était toujours amoureux d'elle, il a déposé la petite chez sa grand-mère en promettant de revenir la chercher quelques heures plus tard. Il a rejoint Angela Johnson au country club. On ne l'a plus jamais revu. La police ouvre une enquête sur la disparition des 2 hommes. On a tout essayé. Numéro de sécurité sociale, permis de conduire. On voulait voir si leurs papiers avaient été renouvelés ou utilisés dans un autre État. Au début, on s'est dit que Dustin Onken avait peut-être forcé ses complices à déménager. Aucun paiement par carte bancaire ou par chèque. Aucun contact avec la famille. Rien. On en a vite déduit qu'il s'agissait probablement soit d'une prise d'otage, soit d'un double meurtre. Dans la tête des enquêteurs, ça ne faisait aucun doute. Dustin Onken était directement lié à la disparition de ces 5 personnes. Qui avait profité de leur disparition? Dustin Onken, personne d'autre. Le principal suspect vit au grand jour, sous le nez de la police.
Il avait transféré son activité dans l'Iowa. Il s'était installé à Mason City. Dustin Onken et Tim Cutcomb travaillaient dans une usine de Mason City. Ils fabriquaient des crèmes dessert, des glaces, ce genre de choses. En parallèle, ils reprennent la production de leur produit phare, une méthamphétamine très pure surnommée Rocket. Quand on a un gros trafiquant comme M. Onken dans le collimateur, on ne le lâche pas. Il est passé entre les mailles du filet pendant 1 an et demi, 2 ans, et finalement, il s'est fait prendre. Alors que la police continue de chercher les 5 personnes disparues, Dustin Onken se fait de nouveau arrêter pour trafic de stupéfiants. En proposant à un collègue de l'aider à développer son activité, il commet une grave erreur de jugement. L'homme en question a fini par devenir mon informateur. Alors forcément, ça a relancé l'enquête. Février 1996. Grâce aux renseignements de leur indique, les agents perquisitionnent le domicile de Dustin Onken et y découvrent un laboratoire clandestin. Ils trouveront également des produits chimiques nécessaires à la fabrication de méthamphétamine dans le garde-meuble d'Angela Johnson. Dustin Onken et son acolyte Tim Cutcomb sont appréhendés. Il a été inculpé et de nouveau placé en liberté provisoire. On a eu beau tenter de prouver son implication dans le meurtre des témoins, le juge a quand même décidé de le relâcher. Tim Cutcomb n'était pas quelqu'un de violent. Après cette nouvelle arrestation, Dustin Onken lui a reparlé de son intention d'éliminer les policiers et les témoins gênants. Alors, Cutcomb a décidé de coopérer. Les enquêteurs équipent d'un micro l'ami de lycée de Dustin Onken, un homme qui fabrique de la méthamphétamine à ses côtés depuis le début. Ils étaient en train de discuter dans le garage et Onken lui a expliqué en détail qui il comptait éliminer pour que les poursuites soient abandonnées. S'il m'arrive quoi que ce soit, la meilleure chose à faire, c'est d'acheter un gyrophare à 2 balles, comme il y a sur les voitures banalisées. Tu piques une bagnole et un soir où le mec est sorti, tu l'interpelles et paf. Il a fait des allusions voilées aux meurtres précédents, notamment celui des fillettes. Tu y repenses des fois? Non. Jamais, jamais. Ça me fait ni chaud ni froid. Je croyais que je ferais des cauchemars, que ça me hanterait, mais pas du tout. Des enfants avaient retrouvé dans une rivière une bague appartenant à Laurie Duncan, ainsi que des papiers rangés dans un sac à main. On était sûr qu'elle avait été tuée par Dustin Onken, mais encore fallait-il le prouver. Les autres complices de Dustin Onken ayant tous disparu, les autorités comptent sur Tim Cutcomb pour étoffer le dossier. Il avait bien conscience de mettre sa vie en danger. Dustin Onken avait demandé à Tim Cutcomb de l'aider à faire disparaître une arme à feu. Alors ils sont allés à la ferme du père de Tim et ils ont pris un chalumeau pour la découper en petits morceaux. Puis ils sont montés en voiture et ont sillonné les routes de campagne pour s'en débarrasser, en les jetant un à la fois par la fenêtre. Quand on a appris ça, on a passé les champs au détecteur de métaux et on a effectivement retrouvé une plaque en acier galvanisé présentant des gouttes de métal fondu. On en a déduit qu'il s'agissait sans doute de la plaque sur laquelle ils avaient découpé l'arme. On n'a rien trouvé d'autre, si ce n'est environ 10 000 canettes de bière. Quand Tim Cutcomb a raconté ça à la police, les enquêteurs ont consulté les archives du comté de Cerro Gordo pour voir si Dustin Onken ou Angela Johnson avaient fait une demande d'acquisition d'armes à feu. Les recherches portent leurs fruits. Angela Johnson a bien fait une demande le 3 juillet 1993. Elle a acheté un pistolet de calibre 9 mm chez un prêteur sur gage de Waterloo, 19 jours avant que Greg Nicholson ne soit porté disparu. Les enquêteurs ont demandé à Tim Cutcomb ce qui l'inquiétait le plus à ce moment-là. Et curieusement, il a répondu Angela Johnson.
Quand ils lui ont demandé pourquoi, il a dit que c'était elle qui incitait Dustin Onken à agir, à éliminer les témoins gênants, à mettre son plan à exécution. Il était doué pour penser à tout et planifier son opération dans le moindre détail. Mais par contre, il n'allait pas jusqu'au bout des choses. C'était elle qui le poussait. En 1996, Angela Johnson tombe enceinte de Dustin Onken. Pour la deuxième fois en 3 ans, le futur père est mis en examen pour trafic de stupéfiants. Et cette fois, il n'échappera pas à la justice. Évidemment, il n'a pas été en mesure d'éliminer les témoins ou de détruire les preuves. Il y avait un labo clandestin chez lui, Tim Cutcomb coopérait avec la police. On avait assez d'éléments pour gagner le procès. Et je crois qu'il l'a vite compris. Onken a plaidé coupable. Il a été condamné à une peine de 27 ans de prison. Mais on savait que l'enquête ne faisait que commencer. Maintenant, il fallait retrouver les corps des victimes. Pendant son séjour en prison, il a fait part de ses projets d'évasion et de vengeance. Il voulait tuer le procureur, les policiers et tous ceux qui lui avaient fait du tort. En juin 1997, Dustin Onken plaide coupable des charges retenues contre lui. Il se voit infliger une peine de 27 ans de prison pour fabrication et trafic de méthamphétamine. Mais il est également soupçonné de meurtre. Ce n'est pas rare qu'un prisonnier se vante de ses exploits pour gagner le respect de ses codétenus. Je crois que c'était l'objectif de M. Onken. Il disait à qui voulait l'entendre « J'ai éliminé les balances ». Le trafiquant est d'abord incarcéré dans le comté de Woodbury, dans l'Iowa, et commence à trop en dire dès son arrivée. Il est allé raconter à un autre détenu qu'il avait l'intention de s'évader. D'ailleurs, il a commencé à creuser un trou dans sa cellule pour essayer de rejoindre le mur extérieur. Sa principale complice est toujours en liberté. Angela Johnson accouche d'une petite fille en 1998. Les enquêteurs sont persuadés qu'elle a joué un rôle décisif dans la disparition des témoins. Il avait été condamné à plus de 20 ans de prison. Mais puisqu'on le soupçonnait d'avoir tué plusieurs personnes, l'enquête s'est poursuivie. Il nous restait un dernier obstacle à franchir. On n'avait toujours pas retrouvé les corps. Où étaient-ils cachés? Au fil des années, les enquêteurs questionnent plusieurs fois l'entourage de Dustin Onken et Angela Johnson. Si je me souviens bien, une amie d'Angela Johnson a été interrogée à 4 reprises. Elle a été entendue au moins une fois par un grand jury. Et à chaque fois, elle a soutenu qu'elle n'était au courant de rien. La police convoque une fois de plus la meilleure amie d'Angela Johnson au début de l'été 2000, 7 ans après les faits présumés. Au fond de moi, j'étais sûr qu'elle n'en pouvait plus de porter ce fardeau émotionnel et psychologique. Elle avait aussi des enfants, alors je crois que ça la rongeait. Elle ne pouvait garder le secret plus longtemps. La meilleure amie d'Angela Johnson avait fait du babysitting pour elle en juillet 1993, période à laquelle Laurie, Amber et Candice Duncan avaient disparu. Ça corroborait d'autres éléments du dossier. Cette femme nous a révélé qu'à l'hiver 1993, Angela Johnson avait demandé à la voir pour lui avouer quelque chose. Elles se sont retrouvées pour en parler, et au fil de la conversation, elle a appris qu'avec l'aide d'Angela, Dustin Onken avait réussi à retrouver la trace de Greg Nicholson. Il s'était rendu à son domicile, avait enlevé toute la famille et les avait tués de sang-froid. Angela Johnson confie à son ami que son ancien compagnon Terry Degus a connu le même sort. En juillet 2000, le procureur des États-Unis a accusé Angela Johnson de complicité dans le quintuple meurtre commis en 1993. Il a décidé de poursuivre l'intéressé, même si les corps n'avaient toujours pas été retrouvés. Il a jugé que les éléments à charge étaient suffisants. À l'époque, Dustin Onken se trouve dans la prison de très haute sécurité de Florence, dans le Colorado. Quant à Angela Johnson, elle purge sa peine à Vinton, dans son Iowa natal.
Robert McNeese était un informateur incarcéré dans le même établissement qu'Angela Johnson. Il ne connaissait pas sa situation. Par contre, il savait qu'elle venait d'arriver. Alors il s'est dit, je vais lui demander ce qu'elle a fait et, qui sait, je pourrais peut-être en tirer profit. Il lui a fait croire qu'il connaissait des gens susceptibles de porter le chapeau pour les meurtres. Comme ça, il y aurait un non-lieu et elle pourrait porter plainte contre l'État pour poursuite abusive. Il a dit à Angela Johnson que la meilleure façon de s'en sortir, c'était de tout mettre sur le dos d'un vieux condamné à perpétuité. Après tout, ça ne changerait pas grand-chose. Robert McNeese lui a dit, si quelqu'un d'autre avoue avoir commis les meurtres, ils seront obligés de te relâcher. Plusieurs détenus l'avaient déjà prévenu que Robert McNeese était un indique. Il lui avait conseillé de garder ses distances et d'éviter de lui parler. Elle avait peur, et pour cause. Ce n'était pas une petite affaire de trafic, mais une accusation de complicité dans un quintuple meurtre. Elle s'est dit, allez, je tente le coup. Robert McNeese lui a dit qu'il avait besoin de preuves. Alors elle a tout détaillé par écrit, avec des plans à l'appui. Elle a fait un petit paquet et l'a donné à Robert McNeese, qui s'est empressé de le remettre aux autorités. Les agents fédéraux soupçonnent le trafiquant de drogue Dustin Onken d'avoir assassiné 5 personnes en 1993. 7 ans plus tard, les corps viennent d'être retrouvés. Le procès pour meurtre peut enfin commencer. Les plans dessinés par Angela Johnson mènent les enquêteurs jusqu'à une fosse commune où est enterré l'ancien dealer de Dustin Onken, Greg Nicholson, ainsi que sa compagne et ses 2 fillettes. Ces plans ont joué un rôle décisif dans l'enquête. Ça a permis aux agents de délimiter la zone à passer au radar de sol. Ils ont détecté des anomalies qui leur ont mis la puce à l'oreille. Je ne pense pas qu'on aurait retrouvé les corps des victimes sans cette information. Quand on les a découverts, il ne restait plus que des ossements et des restes de vêtements en fibres synthétiques. C'est tout. Une fois les corps retrouvés, Angela Johnson ne tarde pas à passer aux aveux. Elle nous a dit avoir attendu dans la voiture. Pendant ce temps-là, Dustin Onken a fait sortir Greg Nicholson et l'a abattu. Puis il est revenu chercher Lori Duncan. Apparemment, elle a tenté de s'enfuir, mais il l'a rattrapée et lui a tiré plusieurs fois dessus. Il l'a achevé d'une balle dans la tête. Puis il est retourné à la voiture, a fait descendre les fillettes et les a emmenées un peu plus loin. Elles ont toutes les 2 reçu une balle dans la nuque. Une des 2 petites a dû regarder sa sœur mourir. Je suppose qu'elle a compris ce qui l'attendait. On a appris que Greg Nicholson ne sortait avec Lori Duncan que depuis 2 semaines. Elle ne participait à aucune activité illicite. Ils s'étaient rencontrés par un ami commun et il s'était installé chez elle pour échapper à Dustin Onken. La 2e croix sur les plans tracés par Angela Johnson indique l'emplacement du corps de Terry Degoose, l'autre dealer de Dustin Onken. D'après ce qu'on sait, elle avait réussi à convaincre son ex d'aller se garer en race campagne, derrière une ferme abandonnée. Dustin Onken les attendait sur place. Terry Degoose était costaud. Il n'est pas mort sur le coup. Terry Degoose battait régulièrement Angela Johnson lorsqu'ils sortaient ensemble. Elle a déclaré « Il est enterré à genoux, parce que c'est la position qu'il me forçait à prendre quand je le suppliais de m'épargner. » Il avait reçu une balle dans la tête. Il présentait aussi une plaie par balle au bras gauche, au moins une autre à la cage thoracique et une autre au bassin. Angela Johnson a déclaré avoir tendu une batte de baseball à Dustin Onken pour achever Terry Degoose. L'anthropologue légiste, qui, par la suite, a reconstitué le cadavre, n'a pas été en mesure de reconstruire le crâne, car il était brisé en tout petits morceaux. Une fois n'est pas coutume, les meurtriers sont déjà derrière les barreaux. Pour renforcer le dossier, les enquêteurs se tournent vers les codétenus de Dustin Onken. J'ai été surpris de voir l'empressement des autres prisonniers
à coopérer pour faire avancer l'enquête. J'ai eu beau leur dire, je ne peux rien vous offrir en échange, pas de réduction de peine, rien. Au contraire, vous devrez rejoindre le programme de protection des témoins. Ce sera pire qu'avant. Vous serez enfermé dans un quartier à part, avec d'autres gens comme vous. 10 détenus ayant entendu Dustin Onken se vanter de ses exploits acceptent de témoigner contre lui. Il y a certains crimes que les prisonniers ne tolèrent pas, c'est bien connu. Notamment les violences faites aux enfants. Le meurtrier va devoir payer pour ses crimes. Il n'y avait pas eu d'affaire de peine de mort dans l'Iowa depuis des dizaines d'années. Septembre 2004. Le Walter White de l'Iowa retourne au tribunal. Et cette fois, il est inculpé de meurtre. Dustin Onken et Angela Johnson sont accusés d'avoir tué 5 personnes, dont 2 fillettes. Angela Johnson était en quelque sorte la Lady Macbeth de Dustin Onken. Dans la tragédie de Shakespeare, c'est Lady Macbeth qui pousse son mari à tuer le roi pour monter sur le trône. C'est exactement le rôle qu'a joué Angela Johnson dans cette affaire. Elle l'a poussé au crime. La tête pensante, c'était elle. Les 5 victimes ont toutes été exécutées d'une façon ou d'une autre avant d'être enterrées. Greg Nicholson et Laurie Duncan ont été ligotés et bâillonnés avant d'être abattus. Terry Degoose a été battu à mort avec une batte de baseball. Candice et Amber ont toutes deux reçu une balle dans la nuque. L'État de l'Iowa ne pratique plus la peine de mort. Mais bien sûr, elle peut être appliquée au cas par cas, en vertu des lois fédérales. Aux États-Unis, la peine capitale n'est pas une sentence que l'on réclame à la légère. L'État s'efforce de n'y avoir recours que si la situation l'exige vraiment. C'est le cas de l'affaire Dustin Onken. L'homme fera l'objet de 17 chefs d'accusation, allant de la subornation de témoins au meurtre. Tout repose sur le témoignage de 10 criminels ayant côtoyé le prévenu en prison. C'était ce qu'on appelle des criminels endurcis. Certains détenus ont déclaré qu'il avait admis avoir tué plusieurs personnes. D'autres qu'il leur avait fait part de son projet de s'évader de prison. Il était bavard. Dustin Onken avait même cherché à savoir où vivait l'agent John Graham. Il avait pour projet d'entrer chez lui en se faisant passer pour un prêtre, de prendre les membres de sa famille en otage jusqu'à ce qu'il rentre chez lui et de les tuer devant ses yeux avant de l'exécuter. Les accusés seront jugés séparément. Dustin Onken comparaîtra le premier devant le juge. Le procès de sa complice, Angela Johnson, aura lieu plus tard avec un autre jury. Ils avaient renforcé la sécurité. Il y avait des agents du FBI et des policiers partout. Tous les matins, il était escorté de la prison jusqu'au tribunal par des agents armés de mitraillettes. Il y avait des tireurs d'élite sur les toits. Onken portait des entraves qui étaient vissées au sol. Il portait un gilet contrôlable à distance. Le marshal pouvait lui envoyer une décharge électrique s'il allait trop loin. L'accusé est aux premières loges pour entendre les preuves et les témoignages recueillis contre lui. Je pense que l'analyse des différents traumatismes a été décisive pour démontrer ce que chacune des 5 victimes avait subi. Ce ne sont pas des témoignages ou des oui-dire, ce sont des faits. On a décrit les meurtres en détail et ça a dû avoir un impact sur le jury. L'assistance est également sous le choc. Les familles des victimes ont assisté à tout le procès. Parents, frères et sœurs. Ils étaient là tous les jours, du matin au soir. Venant de quelqu'un d'aussi insensible, des excuses, ça ne rimerait à rien. Les preuves étaient indéniables. Je crois même que le juge a parlé d'un tsunami de preuves contre Dustin Onken. Tout semble prouver la culpabilité du trafiquant, y compris la découverte d'un livre de poche à son domicile.
Lors de la perquisition de 1996, les policiers avaient trouvé un livre appelé « Le James Bond du pauvre », qui expliquait notamment comment bâillonner et ligoter un prisonnier, photo à l'appui. Et c'était exactement la méthode qu'avait employée Onken pour Greg Nicholson et Laurie Duncan. Le témoignage le plus accablant viendra d'un homme n'ayant absolument rien à gagner. C'était un codétenu de Dustin Onken, du temps où il était incarcéré à la prison de Florence, dans le Colorado. Ce type n'avait vraiment pas l'air commode. Ce qui m'a le plus marqué dans son témoignage, ce n'est pas ce que Dustin Onken lui avait dit à l'époque. C'est le fait qu'il avait l'impression de sentir la présence des deux fillettes dans la salle d'audience. Il voulait faire tout ce qui était en son pouvoir pour traduire leur bourreau en justice. Le procès durera 4 semaines. Le jury rendra son verdict après seulement 3 jours de délibération. Dustin Onken sera reconnu coupable des 17 chefs d'accusation. Il est resté très calme à l'annonce du verdict. Mais quand est venu le moment pour le juge Mark Bennett de prononcer la sentence, il a commencé à s'agiter. Je me souviens qu'il a lancé au juge « Épargnez-moi vos discours, qu'on en finisse ». Il avait une attitude de défi. Il a tout nié en bloc jusqu'au bout. Dustin Onken est condamné à mort. Angela Johnson, jugée plus tard, sera également condamnée à la peine capitale et deviendra l'une des 2 seules femmes dans le couloir de la mort. Sa condamnation n'a jamais été remise en cause pendant la procédure d'appel. Mais à la suite d'un témoignage sur ses problèmes psychologiques, le juge a commué sa peine de mort en peine de prison à vie. En 2014, Angela Johnson a vu sa peine commuée en réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dustin Onken, quant à lui, attend toujours son exécution dans le couloir de la mort. À mes yeux, c'est la pire affaire qu'on ait jamais eu à traiter dans l'État de l'Iowa. En 15 ans de métier au FBI, je n'avais jamais rien vu d'aussi horrible. Même au fin fond de l'Iowa, il y a toujours des monstres insensibles, capables de tuer de sang-froid. Je trouve que l'histoire de Dustin Onken illustre bien les ravages du trafic et de l'usage de stupéfiants aux États-Unis. Ça fait des victimes. Ceux qui disent le contraire n'ont sans doute pas eu vent de cette affaire. Ces 2 petites filles sont des victimes.